Marie, peut-être que je te laisse la parole. Marie-Cécile Doigt. Oui, bonjour. De toute façon, on va commencer, hein. Je suis vraiment désolée pour le problème technique. Alors, ça veut dire que vous avez bien, bien vu le nouveau lien accéder. Merci à vous. N'hésitez pas du coup à relayer effectivement dans votre réseau, hein, le fait que donc là l'enregistrement vient de partir. Il y aura le replay. Donc, ça veut dire qu'effectivement, nous ferons en sorte de bien communiquer encore plus sur cet épisode-là, le replay, puisque du coup, en plus, je suppose que voilà, c'est un épisode alors, tous intéressants, mais là c'est vrai qu'en plus on attaque entre guillemets le côté RH au quotidien avec par le biais de notre intervenant du jour, Monsieur Roche, qui est directeur de la structure Voir Profession Sport. Donc c'est vrai que du coup, voilà, on est un peu, on rentre, ça y est, on va dire dans le vif. Donc voilà, je vais pas, voilà, attendre plus longtemps. Je vais laisser Monsieur Roche, voilà, entamer son intervention. Nous ne sommes pas nombreux, donc c'est vrai qu'on a le temps vraiment. Du coup, on va avoir le temps, je pense, de prendre des questions-réponses. Je vais suivre quand même moi la salle d'attente parce que peut-être qu'on va avoir les retardataires et c'est normal, c'est de notre faute. Mais je laisse quand même Monsieur Roche commencer d'ores et déjà pour celles et ceux qui se sont connectés. Bon webinaire. Merci beaucoup, merci à la Dragesse d'organiser ce webinaire, hein, qui aborde, je pense, des thèmes qui sont extrêmement importants pour les associations pardon, aujourd'hui. Je vais essayer d'être à la hauteur des autres intervenants. Donc, effectivement, Fabien Roche, moi je suis responsable de l'association qui s'appelle Loire Profession Sport, issu d'un dispositif qui a été développé par le ministère des Sports dans les années 90. Notre métier, en haut, c'est d'accompagner les clubs dans le domaine de l'emploi sportif pour leur permettre de créer, de développer, de gérer leur structure avec non pas le plus de facilité, mais en tout cas le plus de confort possible. Donc aujourd'hui, sur le département de la Loire, c'est un peu plus de 600 emplois auxquels on contribue. On ne gère pas forcément directement, mais en tout cas, on contribue à la gestion de ces emplois, uniquement quasiment dans le domaine sportif. Ouais. Et de manière générale, on a une mission importante dans le domaine de l'accompagnement des acteurs du sport, sur tout ce qui touche à la professionnalisation dans le sens création d'emplois, gestion d'emplois et tout ce qui est lié au projet, on va dire, de développement de la structure. Donc le thème aujourd'hui sur on va dire la gestion des ressources humaines, alors c'est parfois un terme un peu issu du monde de l'entreprise où on peut parfois s'interroger sur l'application dans le monde associatif, mais bon, c'est quand même une réalité. On est dans un secteur qui est quand même en plein développement. La question de la professionnalisation, bien sûr qu'elle se pose de plus en plus. Comme tous les secteurs d'activité, on peut se heurter à des difficultés de recrutement, de gestion. Là, la problématique, c'est une fois que le salarié est présent dans la structure, quelque part, qu'est-ce que j'en fais? comment, comment on fonctionne au quotidien? Le but, aujourd'hui, c'est plus des retours d'expérience issus de nos différentes actions d'accompagnement, des questionnements des clubs, des problématiques qui se posent, et puis on va dire, de quelques leviers ou points d'attention, moi, qui me semblent importants de prendre en compte et d'avoir en tête quand on est responsable associatif Je vais t'envoyer le mail. Le pour, mail de je l'invitation, dirais, tu pourras me l'adresser. se simplifier et puis surtout pratiquer sa fonction employeur. On entend souvent un certain nombre je dirais, de phrases ou de réflexions quand on interroge les clubs sportifs sur de quelle manière ils gèrent, on va dire, leurs salariés. Donc, nous, on s'en occupe pas trop, hein, parce on a confiance, hein, on a une confiance totale dans notre ou nos salariés. En termes de planning, voilà, je travaille le week-end, enfin, je travaille la semaine et je suis bénévole le week-end. Beaucoup de latitude dans la gestion des heures, on fait tout à fait confiance. Les départs en formation, mais non, on peut pas permettre aux salariés de partir en formation, sinon il n'y a plus personne pour s'occuper du club. Les congés payés, évidemment, c'est juillet-août, le club est fermé, donc il n'y a pas de question à se poser. C'est toutes des réflexions qu'on entend assez fréquemment et sur lesquelles on essaye de pointer du doigt en disant, oui, mais
quand on devient un club employeur, on devient patron. Une association employeur, c'est une PME, avec tout ce qui va avec. Donc, au-delà de l'aspect réglementaire, il va falloir, je dirais, mettre en place un certain nombre de choses pour organiser le fonctionnement de l'association. On va se rendre compte que quand on accueille un salarié, ça dépasse, ça remet en cause ou ça questionne de manière assez profonde le fonctionnement associatif. C'est pas uniquement, je dirais, la fiche de paye, le contrat de travail, c'est l'organisation dans son ensemble qui va être impacté parce que le salarié, au-delà du statut, on va dire, réglementaire, il travaille avec des bénévoles, il travaille pour des bénévoles. Il est là, le but d'une association, c'est pas de salarier, c'est de faire vivre un projet. Et des dirigeants bénévoles qui sont investis dans une association, c'est pas pour être employeur, c'est pour faire vivre un projet. Sauf que on devient un peu employeur parfois par obligation et on peut pas nier cette fonction. Donc c'est très important, voilà, d'intégrer ça. On peut pas s'en débarrasser. On est obligé quelque part de l'assumer. Et l'objectif, quand même, moi, j'aime bien qu'on se rappelle qu'une association, c'est avant tout des bénévoles, que les salariés, ils sont là aussi pour contribuer au bon fonctionnement de la structure et que c'est important qu'il y ait des relations sociales qui soient claires, qui soient saines et qui soient au service du projet associatif. Donc la gestion des ressources humaines, on va le voir, enfin, selon moi, c'est aussi faire collaborer, cohabiter, échanger ces différentes ressources, bénévoles ou salariés, dépasser le statut salarié ou bénévole pour être vraiment dans des logiques de mission. Il y a des éducateurs sportifs, il y a des animateurs, il y a des gens qui sont en charge d'autres missions, mais peu importe qu'ils soient salariés ou bénévoles, il faut que tout le monde travaille ensemble dans le même sens. Donc ça va un peu guider pour moi, la gestion des ressources humaines au quotidien, je dirais, on peut identifier quatre, quatre leviers ou quatre piliers, je ne sais pas comment on peut les appeler. Mais un des premiers points, ça va être de réfléchir comment je crée un contexte de travail sécurisant, un cadre de travail sécurisant. Sécurisant pour tout le monde, sécurisant pour le salarié, sécurisant pour les dirigeants, hein. On parle souvent c'est vrai que souvent la responsabilité économique arrive en tête de liste des préoccupations. La sécurité juridique aussi par rapport au contrat de travail, mais au-delà de ça, c'est la sécurité quelque part mentale, émotionnelle, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un cadre de travail qui soit clair pour tout le monde. Un deuxième point, c'est comment on parle de ressources humaines, donc c'est une ressource au service du projet. Qu'est-ce que je mets en place pour maintenir la motivation de toute l'équipe, de tout le monde, qu'on soit salarié ou bénévole. Il faut garder tout le monde un peu dans la dynamique de développement et la dynamique associative, et ça s'entretient. On peut mettre en place un certain nombre d'outils qui vont contribuer à motiver, à fidéliser. La fidélisation des salariés ou la fidélisation des bénévoles, c'est des préoccupations qui habitent dans tous les dirigeants. Le quatrième point, ça va être je dirais, l'entretien et le développement des compétences. C'est aujourd'hui un point extrêmement important à mon sens et qui est facteur je dirais, de bonne santé, que ce soit de l'association et que ce soit au-delà de l'obligation que ça représente pour un employeur. C'est aussi un facteur de motivation et de développement. Et le dernier point, qui me semble extrêmement important, qui reprend un peu tout ce qu'on va dire, tout ce qui a été dit auparavant, c'est cette notion à un moment, il faut incarner la fonction employeur. On ne demande pas aux gens d'être des patrons, entre guillemets, au sens PME ou ce qu'on peut imaginer entrepreneur. Mais voilà, il y a des obligations, il y a des outils à votre disposition. La relation humaine, c'est vrai qu'elle est là au quotidien, mais à un moment, il faut rappeler et il faut s'emparer du costume d'employeur et rappeler qu'il y a des salariés à gérer, qu'il y a des salariés à accompagner dans des moments qui vont bien, des moments qui sont un peu plus compliqués, et qu'il va falloir adopter une posture d'employeur. Voir qu'il y a un certain nombre d'outils qui sont là pour vous aider, pour
pour un peu incarner cette mission. Alors, je vais beaucoup reprendre des choses qui ont été dites sur les webinaires précédents, en fait. C'est simplement pour rappeler ce qui était fait à un moment. C'est pas rangé au fond d'un carton et on ne s'en servira plus. Au contraire, c'est quelque chose qui va nous servir tout au long de la vie de l'emploi, qui va être remis au goût du jour, en fait, qui va être utilisé de manière constante. Donc, la fiche de poste, hein, si vous avez suivi les premiers, vous en avez entendu parler. Ça, c'est un outil qui est certes facultatif, mais qui devient de plus en plus préconisé et de plus en plus utile, parce que ça va vous permettre de formaliser ou de réfléchir en tout cas à plusieurs choses. Dans le cadre de la convention collective du sport notamment, au-delà des missions, hein, et d'un certain nombre de choses, je vous rappelle qu'il y a des groupes de classification qui sont présentés là sur la diapo. Et ces groupes, ils ont une importance. Ils ont une importance dans comment est organisée l'association et quelles sont les missions qui vont être occupées par le salarié. Donc, ça va des groupes d'ouvriers à cadres. Et forcément, on n'attend pas la même chose de quelqu'un que vous classifiez sur un groupe 1 ou 2, de quelqu'un qui est classifié sur un groupe 6. D'accord ? Les compétences ne sont pas les mêmes, le profil de poste et le périmètre n'est pas le même, les attentes et les responsabilités ne sont pas les mêmes. Donc cette classification, elle est importante. Au-delà du fait de vous permettre de déterminer un salaire minimum conventionnel, au-delà du fait qu'elle va permettre de déterminer des questions de préavis ou de période d'essai, c'est aussi quelle est la place de l'emploi dans votre organisation associative, quelle est la hiérarchie entre les différents salariés. Il faut déjà intégrer ces différentes dimensions. Elle ne doit pas se faire au hasard. Elle ne se fait pas par rapport à un diplôme. J'ai un BPGEPS APT, je groupe 3. Non, il n'y a pas de grille de classification qui est aussi formelle que ça. Il y a des indicateurs. Je vous rappelle que le diplôme dans le monde sportif, il est exigé par le Code du sport, mais il est déconnecté de la convention collective du sport. Donc, pas de classification par rapport à un diplôme. Ce sont vraiment les missions qui vont être importantes. Pas de classification par rapport à un niveau de salaire. C'est-à-dire que c'est pas je regarde le salaire et puis je place mon salarié. Non, on va le voir après, ce sont bien les missions qui sont importantes. Je connais pas la nature des clubs qui sont présents, mais fréquemment dans des associations, on a des enseignants de tennis, de judo, de fitness qui ont des salaires nets horaires de 25 euros, 25, 28, 30 euros net. Si on les classait en fonction de ce niveau de classification, ils seraient sur des groupes 8 ou 9. Groupe 8 ou 9, c'est plutôt des postes de cadre dirigeant, de direction dans des fédérations. Ce ne serait pas forcément cohérent avec l'enseignement d'un cours de tennis ou d'un cours de Zumba. Donc voilà, méfiance par rapport à ça. La classification, elle est importante. Elle est importante, elle ne doit pas être négligée. Et je vous rappelle, ça fait partie des mentions qui sont sur le bulletin. Et la classification, surtout, au-delà du numéro du groupe, on va prendre 3 critères: l'autonomie, la responsabilité, la technicité. Donc là, ça va impacter aussi votre rôle d'employeur dans la mesure où chacun de ces critères a plusieurs degrés de réalité. L'autonomie, et j'insiste beaucoup sur l'autonomie, on ne va pas la confondre avec l'isolement ou l'abandon, c'est-à-dire je ne m'occupe pas de mon salarié, ce n'est pas de l'autonomie. L'autonomie, il faut avoir les moyens de son autonomie, c'est-à-dire peut-être une capacité à prendre des initiatives, quelque part l'autorisation de l'employeur de gérer son poste un peu comme on le sent. Le fait de ne jamais rendre des comptes, le fait de ne pas avoir quelque part de cadrage, d'ordre de mission ou de profil de poste détaillé, c'est pas forcément une preuve d'autonomie. Donc, j'insiste beaucoup sur le fait que l'autonomie, c'est aussi avoir les moyens d'être autonome en termes de compétences, en termes de matériel, en termes d'intellect, entre guillemets. Donc, il faut bien doser il faut bien estimer cette compétence. Autre critère à prendre en compte, c'est la responsabilité. Est-ce que j'ai plus ou moins de directives? Est-ce que j'ai une délégation?
et puis le critère de technicité, c'est-à-dire le niveau de compétence qui est exigé pour occuper mon poste. Donc tout ça, ça va forcément impacter votre fonction et votre organisation associative, dans la mesure où on va avoir des postes qui sont très autonomes avec de larges compétences et qui vont peut-être à qui vous allez déléguer une mission globale de fonctionnement de la structure, et vous allez peut-être faire un point, voilà, tous les 6 mois, ou un point annuel. Et puis vous allez avoir des postes où il y a très peu d'autonomie, où il va être plutôt nécessaire de faire des points réguliers, de demander de rendre des comptes, d'attendre un certain nombre de retours sur l'exercice de la mission. Donc forcément, ça va aussi cadrer, je dirais, ou nécessiter des ajustements dans la fonction employée. Donc ça, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que je vois parfois beaucoup de clubs qui s'emparent du dispositif de contrat d'apprentissage et qui embauchent des gens sans aucun cadrage, sans aucun suivi. Voilà. En apprentissage, on n'est pas autonome, on a besoin d'un tutorat, on a besoin d'un suivi, on a besoin d'un accompagnement, et c'est pas forcément rendre service que de laisser une marge de manœuvre qui est totale. Donc ce travail sur la fiche de poste, moi je le trouve important, mais normalement il a été fait depuis bien longtemps. C'est juste après une référence et un outil que vous allez pouvoir utiliser. Donc fiche de poste, je trouve que c'est un premier élément qui me semble, un premier outil qui me semble important d'avoir à proximité. Deuxième chose, autre aspect en termes d'organisation, ça me semble important d'identifier dans la structure une personne qui va être en charge du suivi de l'emploi. Ça fait partie des choses qui sont par exemple demandées sur les dossiers, quand vous demandez des subventions sur des emplois ANS. Mais il faut qu'il y ait une personne qui soit identifiée, qui n'est pas forcément en charge, je dirais, un pouvoir hiérarchique ou un pouvoir de sanction, mais qui soit l'interlocuteur des salariés, au moins sur l'aspect administratif. C'est cette personne qui va donner le bulletin de paye, c'est cette personne qui va centraliser un certain nombre d'informations, qui va faire le suivi du planning. On peut lui affecter un certain nombre de missions. Ce n'est pas forcément le président, ce n'est pas forcément le trésorier ou la trésorière, c'est quelqu'un qui est identifié pour assurer cette mission et qui a un mandat de la part du conseil d'administration. Mais voilà, il y a une personne qui est identifiée, on peut l'appeler le responsable ressources humaines, on l'appelle comme on veut, mais cette personne, elle est identifiée, les salariés sont au courant, ils doivent s'adresser à cette personne si jamais j'ai un arrêt maladie à envoyer, une demande de congé ou quoi que ce soit. Donc ça, qui peut être un bénévole ou un salarié, hein, tout dépend de la taille de la structure, mais il n'y a pas d'exclusion. Autre point qui me semble... Oui. Peut-être juste rajouter en fait par rapport à ce qui dans l'instruction des demandes ANS, on a appelé. Je suis désolé, ça a coupé là. Ça a coupé parce que j'ai mon chien qui fait beaucoup de bruit. J'interviendrai après, mais c'était juste pour dire que ce référent peut aussi être un interlocuteur pour les demandes de formation. Okay. Autre point, une association, c'est un certain nombre d'organes de direction, et puis la vie associative est rythmée. C'est important de définir aussi la participation du ou des salariés à cette vie associative. Est-ce qu'il y a obligation d'aller à l'Assemblée générale? Est-ce que quelle est la place dans les organes de décision, que ce soit dans le conseil d'administration? Donc ça, c'est important de le définir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, il y a simplement des choix d'organisation. Mais il faut les acter, il faut les communiquer aux salariés, puis s'organiser de manière à respecter ces choix. La présence d'un salarié, c'est aussi la communication et la gestion des documents. Dès qu'on a du personnel, il y a des obligations de contrat de travail, de conservation d'un certain nombre de documents. Donc, bien évidemment, il y a ce travail à faire, avec une incitation forte à opter pour des outils numériques, histoire de faciliter la transmission d'informations ou le stockage et d'éviter des dossiers qui soient stockés chez un ancien trésorier ou chez une ancienne personne qui ne fait plus partie de l'association, et ça peut générer une perte de documents. Donc la communication, ça va être important de savoir où je stocke mes documents, qui y a accès.
Et puis, forcément, dès qu'il y a un salarié, il y a des questions qui vont être posées. Où je trouve tel numéro de téléphone, où je trouve tel numéro. Donc, il va falloir réfléchir à des procédures un peu de décision ou des circuits d'information afin de fluidifier le fonctionnement. C'est des choses après, qui vous font évoluer avec l'expérience, parce qu'on ne pense pas tout de suite, mais ça va forcément être des dispositifs qui vont être questionnés. Et puis un autre aspect qui est là, qui est de plus en plus important à prendre en compte, c'est vraiment la mise à disposition du matériel nécessaire pour exercer ma mission. Combien de salariés utilisent leur téléphone perso, et combien de bénévoles d'ailleurs, hein, ça marche de la même manière, utilisent leur téléphone personnel dans leur fonction professionnelle. Donc, ce qui peut être problématique quand tous les adhérents du club ont le numéro de l'entraîneur et appellent à tout bout de champ pour savoir pourquoi mon enfant il n'est pas sélectionné, pourquoi il ne joue pas, pourquoi il y a telle situation. Le salarié est en congé payé, on l'appelle quand même parce que c'est son numéro de téléphone perso, donc il ne peut pas le bloquer, il ne peut pas l'éteindre. Donc ça pose des vraies questions sur ce qu'on peut appeler le droit à la déconnexion. Mais c'est des questions qu'il faut se poser, je pense, tout de suite. Aujourd'hui, le travail avec un ordinateur, ça semble, c'est incontournable. Donc, est-ce que j'ai l'ordinateur, les logiciels qui me permettent de faire ma mission? Et de la même manière, l'adresse mail professionnelle aussi, et de manière générale, que ce soit pour les salariés ou les bénévoles, les adresses mail des clubs. On est de plus en plus contraint de créer des comptes maintenant, de donner un certain nombre d'informations par mail, et on s'aperçoit que parfois les associations ne sont pas forcément très structurées de ce côté. Il y a un nombre incalculable d'adresses mail, ce qui fait qu'il y a une perte d'informations qui peut être importante. Et là aussi, en termes de droit à la déconnexion, on va dire, c'est important que les salariés ils aient une adresse qui soit professionnelle et qui appartienne au club. Elle n'appartient pas aux salariés, elle appartient au club pour des communications d'ordre professionnel. Du coup, quand je travaille, je m'y connecte. Quand je ne travaille pas, par contre, je n'y accède pas. Donc ça, c'est quatre points qui me semblent sur lesquels il faut réfléchir et mettre en place un certain nombre d'outils. Ce n'est pas très contraignant, c'est de la réflexion à avoir, mais c'est important de le faire. Ça contribue à créer un contexte, quand je dis sécurisant, c'est justement, voilà, on n'est pas dans du bricolage, même si on fait avec les moyens qu'on a, mais c'est important on met tout en ordre, tout en œuvre pour créer une structure professionnelle et pour pouvoir être efficace, on va dire, dans le monde associatif aujourd'hui, dans le monde sportif, travailler dans un club sportif, c'est pas un hobby, c'est pas un passe-temps. Les gens qui viennent, ça peut être une activité accessoire, certes, mais pour beaucoup, c'est leur métier. C'est mon métier d'être salarié d'un club de football, d'un club de basket, d'un club de tennis, d'un club de karaté. Et du coup, à partir de là, il n'y a pas de raison il n'y a pas de justification au fait que l'organisation soit différente que dans une autre structure. Donc, c'est important de dire les règles sont les mêmes pour tout le monde. Il va falloir mettre en place un certain nombre de choses. Un outil important dans le même sens, c'est le suivi du temps de travail et quels outils je mets en place pour suivre le temps de travail et, je dirais, m'assurer qu'il n'y a pas de débordement, que les règles sont respectées, aussi bien pour le salarié, mais aussi pour l'employeur. Donc, un des points que vous devez vérifier, c'est vraiment la présence du planning prévisionnel. Il faut l'établir, il faut le construire. Je pense qu'il n'y a aucun club qui a un salarié qui fait 9h midi, 14-18 toute l'année. Donc, on retrouve très rarement ce cas de figure. Donc, à partir de là, il va falloir mettre en place des outils pour faire une projection de l'organisation on ne vous demande pas d'être devin ou de lire dans une boule de cristal, c'est un planning prévisionnel. Mais en règle générale, la plupart du temps, on a les informations. On a les informations des compétitions, on a les informations des créneaux d'entraînement, on a les informations des horaires d'ouverture de la structure. Donc, c'est simplement des choses après
à formaliser. Donc, c'est un travail qui doit être fait et qui doit être accompagné d'un certain degré de précision, notamment au niveau des horaires de travail. C'est important d'y apporter une vigilance. Un salarié doit savoir quand il travaille ou quand il ne travaille pas. C'est aussi ça, on est tous soit salariés, soit on l'a été, soit on le sera. Les horaires, c'est quand même la base la base du fonctionnement. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc méfiez-vous si dans vos structures, vous avez un système de, oui, il a 10 heures par semaine pour faire du travail administratif qu'il fait quand il veut. Non, ça va être forcément problématique à un moment ou à un autre. Donc on identifie, on précise. Mieux vaut une règle et faire des dérogations, c'est-à-dire discuter avec le salarié s'il faut adapter, que pas de règle du tout. Donc planning prévisionnel, une projection sur les horaires, sans détailler le temps de travail et les règles, parce que ça peut prendre beaucoup de temps. Je vous ai mis quelques repères à avoir. Il faut s'interroger si votre salarié il fait 7 jours sur 7. Posez-vous les questions, interrogez-vous sur le fait de pourquoi il travaille de cette manière. Est-ce qu'on s'est trompé à un moment sur l'organisation du travail? Et puis surtout, rendez-vous compte que ça peut être vraiment ça peut créer un problème vraiment de sécurité, que ce soit juridique pour vous, mais que ce soit au-delà, notamment si jamais il y avait un accident, si c'est des salariés qui sont amenés à être encadrés du public, et qu'il y avait un problème sur un encadrement ou sur une situation, ça serait une faille importante. Donc, il est nécessaire de faire ce travail sur le planning prévisionnel qui peut être fait avec le salarié et en référence avec la convention collective du sport, avec le code du travail. Il y a des structures qui peuvent vous accompagner ou vous renseigner là-dessus. Mais voilà, poser les choses, projeter la vie de l'association sur toute l'année, parce que ce n'est pas linéaire, la vie d'une association. Donc, c'est important d'avoir ce travail. Ça va vous permettre de mettre à plat un certain nombre de choses et de donner des informations. C'est un outil de communication, le planning, pour vous, pour le salarié. Le prévisionnel, c'est bien. Après, la réalité, c'est autre chose. Donc, parallèlement, on met en place un outil de suivi. Donc, quand je dis on met en place un outil, c'est un cahier, c'est un planning Excel, c'est un agenda Google. Il y a des petits logiciels maintenant dont on pourra reparler, des plateformes numériques qui vous offrent un certain nombre d'outils facilitants pour gérer tous ces éléments. C'est incontournable aujourd'hui de se doter d'un certain nombre d'outils de travail pour simplifier cet aspect. Les contentieux, aujourd'hui, il y a quelques années, on craignait beaucoup sur l'URSSAF, les contrôles et compagnie. Maintenant, il y a beaucoup de dispositifs d'aide à la réalisation des bulletins de paye et de structures qui sont là pour ça. Les contentieux, aujourd'hui, c'est quand même le temps de travail. Les heures sup non payées, les congés non pris, le burn-out des salariés, quel que soit le secteur d'activité, ça existe et ça provient parfois peut-être d'un manque dans la gestion du temps de travail. Donc, c'est vraiment important de mettre en place des outils que vous choisirez et que vous pourrez maîtriser. Il ne faut pas mettre en place une usine à gaz. Il y aura forcément du déclaratif de la part du salarié. Vous n'allez pas mettre des systèmes de pointage. Les dirigeants bénévoles, ils ne sont pas là tout le temps pour vérifier s'ils commencent bien à 9 heures et s'ils s'arrêtent bien. Donc, il y a forcément de l'autonomie, on va dire, et du déclaratif et donc de la confiance. Mais éviter le point annuel, privilégier plutôt des points réguliers pour faire un échange sur le temps de travail, sur les missions qu'on n'a pas intégrées, qui prennent plus de temps que ce qu'on avait prévu, des compétitions qui se rajoutent, des stages qui s'annulent, enfin voilà, des choses comme ça. Donc la régularité, c'est surtout la clé, on va dire, d'un bon fonctionnement. Et puis ça vous permet de maîtriser un certain nombre de choses. Les heures supplémentaires, par exemple, ce n'est pas les salariés qui décident de faire des heures supplémentaires. Elles doivent être quand même validées, on va dire, par l'employeur. Donc ça aussi, c'est important parce que économiquement, ça peut être source de contentieux. Donc voilà, la clé va être souvent la communication en fait et l'échange, encore une fois.
Donc, mais si on met en place des outils, vous allez pouvoir suivre au fil de l'eau et réagir. S'il n'y a rien du tout, le risque, c'est que pendant 10 ans, ça se passe très bien, et la 11e année, il y a une explosion qui mette tout le monde KO. Donc, on voit souvent ce type de contentieux, et c'est important de mettre en place des outils très simples, le plus simple possible, mais au moins qu'ils existent. Notamment, c'est un classique sur les congés payés. En profession sport, on anime un service de gestion salariale où il y a des questions systématiques quand arrive la fin de contrat, c'est qu'est-ce qui reste comme jour de congé payé à régler aux salariés. Et c'est là où, en général, on a des réponses assez diverses selon qu'on pose la question au salarié ou à l'employeur. Donc, c'est important, c'est l'obligation de l'employeur de suivre les congés payés. Ça ne se présume pas, ça ne s'imagine pas. Ça se décide, ça se marque, ça apparaît sur le bulletin de paye et le problème, il est réglé. Le rythme associatif, vous le connaissez, on peut se mettre d'accord en début de saison sur les périodes de moindre activité. Juillet, août, en général, c'est quand même, selon les disciplines, ça peut varier, mais c'est quand même des périodes qui correspondent à des périodes d'activité faibles. Noël, c'est aussi des périodes où quand même assez propices à la prise de congés payés. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment à l'employeur de s'assurer que son salarié prend bien les congés payés. Ça, c'est important. Donc, et parfois, on est dans des métiers passion, hein, donc parfois, c'est le salarié qu'il faut forcer un peu à prendre ses congés parce qu'ils sont vraiment très investis. Mais c'est votre obligation de vous assurer qu'il est bien en capacité de le prendre. Et c'est surtout que si le salarié ne prend pas ses congés, est-ce que ce n'est pas qu'il est dans l'impossibilité de le prendre? C'est-à-dire que l'activité fait qu'il n'a pas un moment pour pour poser ses droits au congé. Donc c'est très important de faire ce suivi et de pouvoir discuter et de trouver des solutions, hein. Le but, c'est pas d'être dans le management ou les décisions verticales, mais vraiment d'être dans la communication et de trouver ce qui correspond le mieux à tout le monde, à l'association, aux salariés. De manière générale, le but, c'est de trouver qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'on soit efficace dans notre travail et que les projets qu'on décide de mettre en place soient performants. Ce que je veux rappeler, parce qu'on passe à un autre thème, c'est qu'il y a des logiciels de gestion du temps de travail, de suivi d'un certain nombre de démarches, notamment des notes de frais, des choses comme ça, qui existent, qui sont très bien faits, qui sont peu onéreux, que ce soit développés par le mouvement sportif ou du grand commerce, on va dire, ou des outils développés par des petites structures. Mais c'est vraiment très pertinent de s'y pencher dessus. Ça peut vraiment simplifier le fonctionnement quotidien. Ça évite les papiers, ça évite un certain nombre de choses. Il y a des outils qui sont cadrés pour les conventions collectives du sport, et ça je dirais, ça vous guide déjà dans les diverses démarches à effectuer. Donc là, je vous incite vraiment à réfléchir et à chercher les différents outils qui peuvent exister plutôt que les construire. Et puis financièrement, ça reste accessible, même pour une petite structure. L'idée, c'est toujours de se simplifier un maximum de choses, hein. Il y a exercer la fonction employeur, vous pourrez la confier à personne d'autre. Par contre, simplifier le traitement des notes de frais, simplifier un certain nombre de démarches, ça peut être géré par des outils numériques. On sait que dans le monde sportif, il y a quand même beaucoup de particularités en termes d'organisation. L'une étant notamment les déplacements sur des compétitions, par exemple, ou sur des déplacements un peu atypiques. Et la question, c'est toujours, comment on va gérer le temps de travail, comment on doit gérer ces déplacements. Il y a un outil qu'il est important de mettre en place, c'est aussi ce qu'on appelle les ordres de mission. Un ordre de mission, je le joindrai après pour que vous puissiez l'avoir à l'issue du webinaire. Un ordre de mission, c'est quoi? C'est simplement un document qui va être défini par l'employeur et qui va cadrer un événement particulier.
je me déplace sur une compétition, je vais partir sur 2 jours. Voilà, il faut cadrer cet événement exceptionnel. Parce que la question systématique, c'est mais comment on gère le temps de travail? Est-ce qu'on doit payer notre salarié à dormir? Qui est responsable de quoi? Donc ça, c'est des questions qui sont classiques, auxquelles on ne va pas forcément répondre aujourd'hui, mais que tout le monde se pose. Donc vous trouverez forcément la réponse auprès de différentes structures. Il y a des centres de ressources d'information des bénévoles, il y a des comités olympiques, il y a vos comités départementaux. Donc normalement, la réponse, vous allez la trouver. Ce qui est important, c'est vraiment de formaliser ce déplacement exceptionnel à travers un ordre de mission. Et je vais définir le périmètre d'action du salarié et qui fait. Au-delà du temps de travail, là, j'insiste beaucoup sur le fait qu'un salarié qui se déplace sur une compétition seul avec un groupe de mineurs, là, forcément, ça doit générer une alerte pour vous, parce que au-delà du temps de travail, on trouvera toujours un moyen de payer des heures de travail. C'est la question de la responsabilité, de l'encadrement, qu'est-ce qui se passe s'il y avait un accident. Donc c'est important ce travail sur l'ordre de mission, ça va vous permettre de poser les choses et de réfléchir à comment on organise le déplacement et de communiquer aux salariés comment, quelque part, ça va être traité. C'est-à-dire, voilà tes horaires de travail, qui sont des approximations, hein, ça sera géré, ça sera confronté à la réalité. Voici ton périmètre d'action. Là, tu es sur le déplacement, c'est pas toi qui conduis, le déplacement se fait en car, en train ou autrement. Les horaires de présence sur la compétition, ça sera ça. Ce qu'on attend de toi, les remboursements des frais, comment ça va se passer. Ça vous permet de cadrer l'organisation du déplacement. Donc là aussi, ça contribue à la sécurité pour le salarié, la sécurité pour vous et la sécurité pour ceux qui vont participer. On est toujours dans du prévisionnel, il y aura toujours une possibilité de discussion, heureusement, mais au moins ça vous permet de fixer le cadre et les règles de base. Et ça formalise, je dirais, l'autorisation de déplacement. Autre document à mettre en place, c'est généralement ce que vous avez déjà, c'est comment je rembourse les notes de frais. Est-ce que je mets des plafonds dans les frais de déplacement? Est-ce que je mets des plafonds dans les frais d'hébergement? Donc ça fait partie des règlements internes. En tout cas, c'est une procédure qu'on communique aux salariés sur, voilà, quand tu te déplaces dans le cadre de ta mission professionnelle, voici à quel niveau on va rembourser les frais, voici les justificatifs que tu dois nous transmettre, voici le document que tu dois compléter. Donc ça contribue à cadrer, je dirais, le fonctionnement, mettre en place des procédures qui ne sont pas très compliquées, qui existent déjà. Et ça, je dirais, ça donne ça sécurise à la fois le salarié et puis les dirigeants. Tous ces éléments que j'ai évoqués, pour moi, ça contribue à créer vraiment un cadre de travail qui est clair et qui est identifié par le salarié. Après, l'idée, on n'était plus sur des éléments, on va dire, factuels et puis réglementaires. L'idée derrière, ça va être aussi de comment garder une dynamique de fonctionnement, comment impliquer les gens dans leur mission, dans le projet, que ce soit des salariés ou des bénévoles, comment rendre tout le monde acteur et en capacité je dirais, d'apporter des idées, de faire remonter des dysfonctionnements, de faire remonter des idées de développement, de nouveaux projets. Le but, ça va être, quand on est employeur associatif, de créer quand même des temps d'échange réguliers, des temps de discussion, de créer une habitude de discussion pour qu'on puisse je dirais, échanger sur le contenu du travail. La convivialité, c'est une évidence dans le monde associatif. On va se croiser à la sortie du vestiaire, on va se croiser sur le terrain, on va se croiser sur le bord du bassin. Ce sont des temps d'échange. Ce n'est pas un temps entre employeurs et salariés. Donc, moi, je trouve important d'identifier des moments, là encore, qui doivent être adaptés à votre fonctionnement, mais d'identifier des moments où on va parler travail, contenu du travail,
qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on pourrait développer, qu'est-ce qu'on doit évoluer, les difficultés qu'on rencontre d'un côté ou de l'autre. Ça crée des habitudes et c'est vraiment un fonctionnement que je trouve plutôt sain et qui crée un contexte de travail positif. De la même manière, créer des habitudes de travail entre bénévoles salariés, enfin des travails mixtes, bah ça favorise, ça évite d'avoir une scission, un peu une séparation entre d'un côté les salariés et de l'autre côté les bénévoles. Tout le monde, le statut est différent, mais tout le monde va dans le même sens. Donc il faut créer aussi ces habitudes de fonctionnement et bien s'assurer qu'il n'y a pas de séparation, qu'il y a une communication qui va dans les deux sens, pardon, qu'il y a une reconnaissance du travail de chacun et qu'il n'y a pas de jalousie ou d'une espèce de concurrence qui pourrait être imaginée. J'ai jamais vu un salarié prendre la place de bénévole. Jamais vu de bénévole prendre la place de salarié. Encore une fois, un ou des salariés, c'est une ressource pour un projet. Donc, c'est important de bien favoriser la greffe, on va dire. Donc, que ce ne soit pas vécu comme une intrusion. Des temps de cohésion, des temps de travail, des temps de convivialité. Temps de convivialité, en général, il n'y a pas trop de soucis, mais imaginer ces temps de travail ou qu'on appelle ça des commissions, c'est vraiment des éléments importants où chacun doit être impliqué à hauteur de ses responsabilités. Donc pour moi, ça fait partie de impliquer, de rendre les gens acteurs dans leur travail. Et du coup, ça implique aussi, ça induit de la reconnaissance du travail. Reconnaître le travail, on va voir, il peut y avoir des éléments économiques, mais c'est surtout s'intéresser à la production ou aux missions du salarié. Et ça passe par quoi? Notamment par un outil qui me semble important, qui n'est pas obligatoire, mais qui me semble important, c'est l'entretien annuel. Alors après, ça peut être un entretien tous les 2 mois, tous les trimestres, vous imaginez ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, mais on a la possibilité d'organiser au moins un entretien annuel, ce qui est vraiment un temps, moi, qui me semble extrêmement intéressant, qui n'est pas très chronophage quand même, et qui permet de discuter directement d'employeur à salarié, de faire un bilan de l'année écoulée, d'entendre un peu je dirais, les remontées d'informations de la part du salarié, ce qu'il trouve bien, ce qu'il trouve moins bien, ce qu'il peut proposer de mettre en place, les demandes qu'il peut avoir, lui, sur son fonctionnement. C'est vraiment un temps extrêmement intéressant et qui permet quand même de mettre à plat un certain nombre de choses, de difficultés et potentiellement de désamorcer un certain nombre de conflits ou en tout cas d'identifier du mal-être ou des difficultés, pourquoi pas. Donc la reconnaissance du travail passe aussi par cet outil qu'on appelle l'entretien annuel, que je vous encourage à mettre en place. Hein. C'est vraiment quelque chose qui me semble vraiment incontournable aujourd'hui. La reconnaissance du travail, ça passe aussi par une réflexion autour je dirais de la fonction employeur et de l'organisation du travail. On a parlé des plannings prévisionnels, on a parlé des déplacements, des suggestions particulières sur des stages, sur des compétitions. On sait que le monde associatif a un certain nombre de contraintes. On sait qu'aujourd'hui, les salariés, qu'on soit dans une entreprise ou dans une association, je dirais la séparation vie privée, vie professionnelle, c'est important. L'investissement dans le travail, aujourd'hui, il est vu différemment que ce que c'était il y a quelques années. Donc, c'est important aussi de prendre ces éléments. Ça ne se vit pas comme un affront, on va dire. C'est des éléments qui sont dans l'air du temps. Il faut aujourd'hui aussi réfléchir à quel cadre de travail on propose. Et ça fait partie aussi de la reconnaissance du travail. C'est-à-dire on met en place un certain nombre d'aménagements où on essaie de réfléchir sur comment on peut mieux fonctionner pour que quand
quand on est au boulot quelque part, on soit plus efficace et débarrasser un peu des pensées parasites ou des comment je vais pouvoir gérer tel ou tel aspect. Donc maintenant, c'est ce qu'on trouve dans le monde de l'entreprise sous l'appellation la marque employeur. C'est comment je me comporte quelque part envers mes salariés. Le but, c'est pas d'être le plus gentil possible. Le but, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que tout le monde s'y retrouve, sans faire des pieds et des mains pour adapter totalement le fonctionnement. Donc il y a des choses, chacun va piocher ce qui l'intéresse, mais je vois beaucoup d'associations qui, voilà, au lieu des 5 semaines de congé, ben, on offre des jours de congé supplémentaires parce que l'organisation le permet. L'important, c'est de communiquer, d'informer, de formaliser et d'expliquer comment on fonctionne. Pour pas que dans l'imaginaire, ça devienne un acquis ou quelque chose d'automatique ou une évidence. Dire, bah, nous, on le fait et on a choisi de le faire. Mais ça nous coûte. Donc, voilà, intégrer là. Donc, vous avez ce type de levier. Favoriser, alors, prendre le jour de la rentrée scolaire, mais ça peut être n'importe quelle occasion. Mais favoriser une possibilité d'arriver plus tard sur tel ou tel moment, ben, c'est aussi un avantage. Alors, c'est pas faisable sur tous les postes, on est bien d'accord, mais c'est des leviers que vous pouvez utiliser. Le télétravail, alors, il y a beaucoup d'associations qui font du télétravail forcé parce que, ben voilà, on n'a pas de locaux, on n'a pas de bureau, on n'a pas de... Donc, le salarié est obligé de travailler à partir de chez lui. Pourquoi pas? Alors, il y a aussi des possibilités maintenant d'espaces de coworking, des tiers-lieux, des maisons des associations, des partages avec d'autres clubs associatifs. Vous avez ce type de possibilités. Et le télétravail, en tout cas, c'est un outil aussi qu'il est important. Mais pareil, il doit être défini, il doit être cadré. Il ne doit pas se subir. Il doit être choisi, le télétravail. Aujourd'hui, notamment depuis le Covid, il y a des règles qui sont extrêmement précises qui ont été définies. Et notamment, il faut prévoir des horaires, des jours et des horaires. Je suis en télétravail, c'est pas je télétravaille quand je veux, c'est au lieu de faire ma journée à mon bureau ou ma demi-journée, le lundi de 9h à 12h, je suis au travail et je suis en télétravail, donc je suis joignable à ce moment-là, donc je ne vais pas faire mes courses à ce moment-là, je ne vais pas chercher mes enfants à l'école à ce moment-là, parce que c'est mes horaires qui sont définis. Mais on sait que c'est un gain de temps, c'est un gain d'argent aussi, c'est une économie sur les transports. Donc, c'est un outil qui est aujourd'hui tout à fait intéressant de mobiliser, mais qui doit être cadré. Quand je dis cadré, ça ne veut pas dire lourd à gérer, ça veut dire on fixe un minimum de règles pour je dirais, pour rassurer tout le monde et pour que chacun ait les mêmes informations, qu'on ne soit pas dans de la déduction ou de l'imagination. Sur les outils plus économiques que vous pouvez utiliser, oui, la reconnaissance du travail, ça passe aussi par la rémunération, bien évidemment. Alors, ça, vous en faites ce que vous voulez. Ça, je vous présente quelques outils qui me semblent intéressants d'utiliser parce que quand on a une contrainte un peu économique, bah, c'est toujours bien d'avoir des dispositifs qui vous permettent d'économiser quelques cotisations sociales et qui sont tout à fait autorisés. Donc, vous avez le forfait mobilité URSSAF qui vous permet qui vous oblige à rembourser les frais, 50% des abonnements sur les transports publics, qui vous permet aussi de prendre en charge des frais de déplacement domicile, lieu de travail dans certaines limites. Je vous ai mis à la fin les liens, hein, si vous pourrez aller voir directement les notices sur le site de l'URSSAF qui vous expliquent précisément le fonctionnement. Les chèques restaurants, c'est aussi des dispositifs qui peuvent vous permettre de faire la différence avec un autre employeur et du coup de créer des conditions de travail qui sont à la fois agréables et du coup qui sont plutôt incitatives à s'engager dans votre projet. On voit beaucoup d'employeurs qui utilisent des systèmes de primes. Donc là, je vous rappelle qu'il y a la convention collective, elle prévoit des systèmes de primes déjà, d'ancienneté, primes exceptionnelles sur un groupe. Une qu'on oublie souvent, qui fait le lien avec la fiche de poste, c'est la prime pour responsabilité exceptionnelle. Typiquement, votre salarié, vous avez un apprenti dans le club, vous avez un salarié qui va faire le tutorat.
Le tutorat, c'est du boulot en plus, en fait. C'est du temps accordé, si on veut le faire comme il faut, c'est du temps accordé à quelqu'un d'autre pour lui apprendre son métier, pour lui expliquer un certain nombre de choses. On a des systèmes pour calculer le montant d'une prime qu'on pourrait verser de manière temporaire ou sur une certaine durée. Et c'est là où on est bien dans le cas de la prime exceptionnelle, parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, ça, c'est important aussi. Ça vous engage simplement sur la durée de l'exercice de cette nouvelle mission. Mais c'est important voilà, de prendre en compte ces éléments. Je demande quelque chose en plus. C'est normal peut-être de prendre en compte cette mission supplémentaire. On a vu les primes conventionnelles obligatoires, donc qu'il est bien de connaître. Vous avez d'autres dispositifs plutôt facultatifs. La prime partage de la valeur, on connaît plus sous le nom de prime Macron ou l'anciennement PEPA. Ce sont des outils qui sont à votre disposition. Et comme tous ces dispositifs, en fait, ça doit être manié avec précaution et surtout, ça doit être associé d'une certaine pédagogie. C'est-à-dire, je vous explique pourquoi je vous donne cette prime, parce que je pense que vous êtes investi, parce que je pense qu'on a eu tel événement dans l'année qui fait que, voilà, on souhaite valoriser votre engagement. Ça, on s'y habitue très vite quand on est salarié et on oublie un peu parfois à quoi c'est associé. Donc, c'est important d'avoir cette démarche un peu pédagogique et de décision. Et quand je dis cette décision, c'est le monde associatif, c'est des organes collégiales, c'est un conseil d'administration qui décide. Voilà, c'est important de mettre à plat ces éléments, de rédiger, pourquoi pas, un PV ou une décision unilatérale qui dit, bah voilà, nous, aujourd'hui, cette année, on décide de ça parce qu'il y a eu telle situation. De plus en plus, on voit des structures aussi et il y a un certain nombre de lois qui font que ce type de dispositif d'épargne salariale, ça devient de plus en plus accessible. C'est pas, je veux dire, c'est tout à fait accessible à des clubs sportifs modestes. Voilà, je vous laisse vous rapprocher de vos banques pour voir ce qu'il est possible de faire. Voilà, c'est pas non plus incongru de proposer ce type de dispositif. Et si je le mets, c'est pas anodin, c'est que nous, on a eu plusieurs fois la question, en fait, tout simplement. Donc, moi, ce que je relate dans ces slides, c'est pas quelque chose de descendant, c'est qu'il y a des clubs qui nous ont posé la question en disant, ben, on veut mettre en place ce type de dispositif, comment on fait? Donc, ça peut concerner tout le monde. C'est les banques votre interlocuteur, après à vous renseigner sur ce qu'il est possible de faire. Ça contribue, toujours pareil, à la fidélisation, à l'implication, à favoriser l'engagement des salariés dans le projet associatif. Et un autre dispositif qui est assez accessible et simple à mettre en place, c'est les chèques cadeaux et bons d'achat. Pareil, il y a un plafond qui est déterminé par l'URSSAF. Donc, vous pouvez verser, en gros, pour 2024, jusqu'à 193 €. Alors, pas verser, mais sous forme de bons d'achat, à l'occasion d'un certain nombre d'événements. Exemple, Noël, vous pouvez délivrer à vos salariés jusqu'à 193 € en bons d'achat dans des différentes boutiques, Fnac, compagnie. Fnac, Auchan et autres. Donc ça fait partie des dispositifs dans une logique, on va dire, d'optimisation fiscale ou économique. Ça vous permet aussi, c'est une autre manière de reconnaître le travail, s'intéresser au travail du salarié et à adapter avec lui, améliorer un fonctionnement, trouver de nouveaux outils, modifier des procédures. C'est une forme de reconnaissance. Après, il y a aussi une autre forme de reconnaissance sur des jours de congé, sur des prises en compte économiques. Ce qui est important, c'est que ça soit fait, je dirais, en pleine conscience et surtout de manière pédagogique. Et pas, je vois parfois des clubs qui préfèrent augmenter et verser des salaires élevés en se disant, ben, comme ça, je serai tranquille, quoi, en gros. Et voilà, on ne va pas venir me chercher des noises parce qu'il est bien plus payé ou elle est bien plus payée que ce qui se fait normalement. Mais ce n'est pas forcément la bonne procédure. On oublie très vite on s'habitue très vite plutôt à un certain nombre d'avantages.
je pense que c'est préférable voilà, de communiquer, d'expliquer, de mobiliser les différents dispositifs et surtout qu'il y ait une raison quoi, de les attribuer et qu'il y ait une explication qui soit proposée. Un autre point qui sera, je crois, développé dans d'autres webinaires, donc je vais simplement le survoler, c'est l'aspect développement des compétences. Aujourd'hui, déjà, d'une part, c'est une obligation à un employeur de prendre en compte le développement de compétences et d'adapter le salarié, je dirais, à l'évolution du monde du travail. Parce qu'aujourd'hui, il est chez vous, votre fonctionnement, votre organisation évolue, la pratique sportive évolue, les fédérations développent de nouvelles activités, les demandes du public évoluent. C'est pas parce que j'ai un brevet d'État depuis 10 ans que je continue à être efficace. Il faut que j'aille chercher de la formation continue et c'est mon devoir d'employeur de mettre en place un certain nombre de dispositions pour permettre d'acquérir ces nouvelles compétences. C'est de l'investissement hein, où il y aura forcément un retour sur investissement. Donc, c'est important de le prendre en compte et de l'intégrer dans votre fonctionnement, même si c'est souvent une demande de la part du salarié, en fait, parce que c'est souvent les salariés qui sont à l'origine de la demande plus que l'employeur. Mais en tout cas, c'est important d'être à l'écoute et de voir de quelle manière vous pouvez y répondre favorablement. De manière légale, je vous rappelle que vous avez quand même une obligation de ce qu'on appelle proposer un entretien professionnel tous les 2 ans, avec un bilan professionnel tous les 6 ans. Donc là, voilà, je vous laisse la slide parce que ça sera, je crois, évoqué un peu plus tard, où vous saurez plus précisément ce que cela implique. Le développement des compétences, à un moment ou un autre, va se poser. On sait très bien que dans les clubs, les possibilités, on va dire, de progression, à un moment, elles sont plafonnées parce qu'on est dans une petite association, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de possibilités de progression, que ce soit en vertical ou en horizontal. Donc le but, c'est comme la formation sportive, quelque part, si vous donnez toutes les billes à votre salarié pour qu'il aille chercher un poste encore mieux, bah, vous aurez fait votre boulot. Hein, c'est comme pour la formation des sportifs. Donc, c'est important pour moi de prendre en compte ces éléments. Ça peut qu'être un investissement pour vous, à court terme, à moyen terme, à long terme. Mais l'augmentation de compétences, il y aura toujours un retour bénéfique. Donc, les 2 outils qu'on a au-delà du plan de compétences régulier, de la discussion régulière, c'est l'entretien professionnel obligatoire tous les 2 ans et un bilan tous les Le dernier point qui reprend en fait tous les éléments, c'est que souvent quand on arrive dans une association, voilà, les dirigeants ils n'ont pas forcément signé pour être employeurs. On sait que c'est aussi une charge. Que néanmoins, quand on a des salariés, on est contraint d'enfiler le costume d'employeur. Moi, j'appelle ça incarner la fonction employeur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser un ou plusieurs salariés comme ça en totale autonomie. On est obligé d'organiser l'association pour qu'il y ait des temps employeur-salarié. En utilisant les différents outils que je vous ai présentés. Ça peut être la construction du planning, ça peut être l'entretien annuel, ça peut être des entretiens réguliers, la présence au conseil d'administration. Le but, c'est quand même de rythmer la vie, la vie de l'association, d'utiliser les différents outils que vous avez à votre disposition pour marquer votre rôle, écouter les demandes des salariés, après y répondre favorablement ou non. En tout cas, vous avez un certain nombre d'outils qu'on a présentés là sur ce webinaire qui vont vous permettre d'asseoir votre responsabilité, votre fonction. Ça veut pas, l'objectif étant vraiment toujours de faire vivre le projet associatif. En fait. C'est toujours le même. Mais pour faire vivre ce projet associatif, il faut que tout le monde aille dans le même sens. Et on ne peut pas laisser, je dirais, tout le monde en autonomie. Vous êtes obligé de recadrer un certain nombre de choses. Et les différents outils qu'on a présentés, les procédures que vous allez mettre en place, qui doivent être encore une fois adaptées, ça ne doit pas être des usines à gaz, mais
rendre des comptes, transmettre un document, participer à telle ou telle réunion, se rencontrer une fois par an ou 2 fois par an pour évoquer les conditions de travail ou le contexte de travail. Ce sont autant de choses simples à mettre en place et qui vont vraiment permettre de simplifier le fonctionnement associatif. Vous trouvez là tous les liens vers les différentes, notamment le site URSSAF avec les différents dispositifs que j'ai évoqués. Alors, Fabien, je les ai diffusés au fur et à mesure de ton intervention dans le ok. chat. Donc, mais bon, il est bon de les rappeler et puis comme ça, ils seront aussi parmi les ressources sur le site de la CRDF sur les webinaires pour l'emploi sportif. Ok, super, merci. Merci surtout à toi et merci à vous qui avez pu nous rejoindre malgré nos petits problèmes techniques et de lien aujourd'hui, indépendant aussi de notre volonté comme l'intervention canine de tout à l'heure, dont je m'excuse encore. Voilà, je voulais juste préciser, en fait, au moment où tu parlais du référent interlocuteur du salarié, en fait, c'est un maillon important, je pense, entre la vie du club et le salarié, parce que la connexion, il faut qu'elle soit maintenue voilà, dans le fil de vie à la fois de la structure et par rapport au travail qui est mené par l'éducateur ou par enfin, le salarié d'une façon générale qui intervient dans le club. Moi, c'était juste ce que je voulais rajouter. Et c'est pour ça qu'on demande dans nos fiches d'instruction d'avoir, parce qu'on demande toujours sur un formulaire ANS, on demande toujours le nom du président, le nom des dirigeants, mais ça n'est pas toujours le président qui est l'interlocuteur direct du salarié. Voilà, donc c'est important qu'on sache aussi auprès de qui on peut avoir des informations, auprès de qui on peut diffuser aussi des informations relatives à l'emploi et relatives à la situation du salarié. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. C'était mon petit grain de sel. Est-ce que des personnes avaient des questions? Non, c'est bon, merci beaucoup. Je vous en prie. Dans ce cas-là, juste vous préciser, donc sur les prochains épisodes, vous aurez notamment un focus, donc effectivement, comme l'évoquait Fabien, sur les entretiens, les différents types d'entretiens, obligations, et puis l'intérêt aussi de bien les réaliser. Effectivement aussi un épisode dédié à la formation, notamment la formation continue des salariés avec une intervention de l'AFDAS qui est le Code avant sport, et puis aussi un temps dédié, alors on va englober ça dans le mot rupture, mais rupture pouvant être démission, rupture conventionnelle, licenciement, départ à la retraite, et tout ça, ça se prépare, ou ça, en tout cas, il y a des choses à respecter, des choses à savoir. Donc voilà pour un peu l'info sur les épisodes qui vont nous mener jusqu'au mois de juin. Je ne vais pas vous tenir plus longtemps. Merci à notre intervenant Fabien Roche. Comme d'habitude et comme l'a dit Isabelle, vous retrouvez le replay dans les prochains jours avec le support donc avec les liens hypertextes mis ici. Et puis, je vous remercie de votre compréhension et de votre présence et vous souhaite une bonne soirée et au prochain épisode. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.